Les Nations Unies ont fait du 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse avec ce thème en 2025, informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Gabon 24 pour ce plateau spécial axé sur cette thématique. Pour en parler, je reçois Monsieur Moïse Modandi Wakomba, chercheur au CNRS et communicateur. Merci Monsieur d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. À ses côtés, Ferdinand Demba, journaliste et directeur de publication Inside 241, porte-parole du réseau national des journalistes indépendants. C'est cela, monsieur? C'est exactement ça. Alors, merci d'avoir accepté également l'invitation de Gabon 24. D'entrée de jeu, pouvez-vous nous tracer un portrait de la liberté de la presse au Gabon? La parole est donnée à qui veut la prendre. Écoutez, moi je pense que tracer un portrait de la liberté de la presse au Gabon, c'est faire un travail exhaustif et qui demanderait à chacun de donner un avis personnel. En ce qui me concerne, je pense que la liberté de la presse au Gabon est effective dans la mesure où le Gabon dispose de nombreux titres et de nombreux organes de presse qui s'expriment librement. Les journalistes gabonais travaillent dans des conditions de liberté totale et je pense que nous sommes à féliciter, notre pays à féliciter dans le cadre justement du traitement, du recoupement de l'information et de la diffusion des informations. Est-ce que vous partagez cet avis ? Pas totalement, parce que je pense que pour faire un état de lieu, hein, s'il le faut, sur la liberté de la presse au Gabon, il faut déjà qu'on se rappelle de ce que c'est la liberté de la presse. La liberté de la presse est d'abord, on va dire, une loi qui a été instituée le 29 juillet 1881 sous la Troisième République en France, dont le principe est justement le caractère libéral de cette loi qui voudrait que le journaliste soit protégé et qu'il puisse justement informer le public, quelles que soient les conditions. Il n'y avait évidemment, dès le départ de cette loi, que deux conditions, on va dire deux limites à la liberté de la presse, c'est-à-dire la désinformation, donc les fausses nouvelles, et la diffamation. Ce sont les deux éléments qui constituent justement ce qui devrait être la censure, ou plutôt l'autocensure, dans les rédactions aujourd'hui. Au niveau du Gabon, je pense que l'histoire a démontré qu'on a eu des cas de censure dans ce pays, mais évidemment, sous l'Ancien Régime, avec d'abord le Conseil national de la communication, qui s'était érigé à une époque comme étant un gendarme, finalement, du secteur, et qui a, on va dire, à quasiment toutes les occasions qui lui étaient données, censurait des médias, suspendait des médias. Et d'ailleurs, on a quand même eu dans ce pays des cas de journalistes qui ont été emprisonnés. C'est au Gabon que ça s'est passé. Donc il faut dire que si on doit revenir sur l'historique justement de la liberté de la presse, il y a effectivement une évolution, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des emprisonnements dans ce pays, qu'on a eu des médias qui ont été bombardés, qu'on a eu des médias qui ont été attaqués. On se souviendra évidemment d'Écho du Nord, des journalistes qui ont été arrêtés, notamment Désiré Enam, qui est toujours d'ailleurs directeur de la publication de ce média, et bien d'autres journalistes qui ont été emprisonnés pour des raisons justement d'exercice de leurs fonctions. Ce n'étaient pas des cas, j'ai envie de dire, de droit civil, mais plutôt parce qu'ils avaient rédigé des articles qui malheureusement présentaient des dysfonctionnements qui, aux yeux des censeurs, était problématique parce que, justement, ces articles permettaient de montrer au public, donc aux populations, les dérives, soit autoritaires ou de mal-gouvernance de nos gouvernants. Et aujourd'hui, on peut effectivement dire qu'il y a eu une évolution avec la création de la Haute Autorité de la communication, justement, qui a donc permis, on va dire, non pas forcément on va dire en supprimant toute la censure, mais en étant un peu plus
regardant justement sur la régulation du secteur, même si on a eu encore quelques cas justement de suspension de médias. Et nous allons y revenir. Alors, depuis quelques décennies, les journalistes font face désormais à l'intelligence artificielle. Alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle affecter aujourd'hui la liberté d'expression, M. Moïse? Moi, je pense que, pour revenir un peu à la liberté, l'historique qu'il faisait, je pense que quand on parle de la liberté de la presse au Gabon, il n'est pas question de revenir en arrière. Il est question de faire un diagnostic à chaud pour ce qui se passe au Gabon en ce moment et ces dernières années. Comment se projeter sur l'avenir sans penser déjà à ce qui s'est passé autrefois? Oui, évidemment. Il faut se référer à ce qui en a été, mais je pense qu'il est important de tenir compte des avancées significatives par rapport à la liberté de la presse dans notre pays. En parlant justement de l'intelligence artificielle, il y a deux aspects. Il y a deux aspects auxquels il faut tenir en compte. Il y a d'abord le fait que l'intelligence artificielle apporte des avancées en ce qui concerne la recherche, le traitement de l'information, mais il y a aussi le côté pernicieux justement de l'intelligence artificielle, c'est que nous arrivons ici à la déformation de l'information à travers la robotique, à travers tout ce qui est traitement par de nouveaux médias, de nouveaux canaux de l'information, ce qui peut trahir, si je puis dire ainsi, le travail des journalistes gabonais et internationaux. À propos, est-ce que, M. Ferdinand Demba, est-ce que l'intelligence artificielle est au service de la désinformation, comme le soutient votre collègue juste à côté? On ne peut pas dire que l'intelligence artificielle est en fait au service de la désinformation, parce que la désinformation est d'abord une malformation de l'information par l'auteur de la diffusion de cette information. Il faut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée par de nombreux médias, mais aussi d'autres acteurs de l'information, parce qu'on a quand même de nombreux blogueurs aujourd'hui, on a des citoyens, des journalistes citoyens, qui eux également vont utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir soit automatiser, on va dire, les tâches au sein de leur rédaction, ou dans d'autres cas, justement, de pouvoir analyser les données, parce que je crois que l'utilisation la plus pertinente que l'on peut faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir analyser une banque de données qui est quand même assez importante, parce qu'on a énormément d'informations, on a des rapports qui doivent, si on donnait en fait à un journaliste de prendre justement le temps d'analyser un rapport, de pouvoir le synthétiser, ça lui prendrait plus de temps que l'IA qui vous le ferait en quelques minutes, même pas 5. Donc rapidement, vous avez tout de suite un condensé justement de l'information et ça vous permet de trier facilement les différents angles d'articles que vous pouvez avoir pour un rapport, par exemple. On va prendre le cas du rapport budgétaire, du rapport d'exécution budgétaire, qu'on ne publie d'ailleurs plus depuis quelques années. Mais ce serait quand même intéressant justement de pouvoir obtenir ce rapport et ensuite, à travers l'IA, de pouvoir analyser toutes les données qu'il y a à l'intérieur et ensuite extraire des éléments pour nous permettre d'avoir des articles qui permettront aux lecteurs justement de comprendre l'évolution de la gestion des deniers publics aujourd'hui ou de la des finances publiques. Vous releviez, oui, justement. Toute chose qui ne met pas en lumière le fait que l'intelligence artificielle peut travestir justement les données qui sont mises en exploitation par les acteurs médiatiques. Bien entendu que vous releviez tout à l'heure que l'intelligence artificielle a ce côté pernicieux, mais également a des avancées, permet aujourd'hui aux journalistes et autres blogueurs de pouvoir synthétiser les informations, analyser les informations. Mais on constate tout de même cet amalgame. Qui est journaliste aujourd'hui? On a des blogueurs, on a des journalistes influenceurs, on a des influenceurs, on a des journalistes formés, on a des journalistes autodidactes. Finalement, dans ce pan de liberté d'expression, on s'adresse à qui? Alors, moi, je pense que sur la question de qui est journaliste, ce n'est pas une question à poser, parce qu'on sait exactement qui est journaliste et qui ne l'est pas.
La question qu'il faut peut-être poser, c'est de savoir au niveau des acteurs de l'information. La question, elle est pertinente aujourd'hui parce que qu'est-ce qui se passe? Nos lecteurs, nous sommes tous sur les réseaux sociaux, on a plus tendance à écouter l'information qui viendrait d'un influenceur parce que cette personne est très connue. Donc la question mérite d'être posée. Je suis d'accord avec vous. Avec la prééminence des technologies de l'information, avec la prééminence des nouveaux canaux de communication, on se perd un peu en conjecture. Et il est clair qu'avec l'intelligence artificielle, avec les technologies, pour ne parler que des technologies de façon globale, tout le monde s'en trouve devenir journaliste. Et ce sont donc, grâce aux technologies de l'information, tout le monde s'essaie. Mais je suis d'accord que n'est pas journaliste toute personne qui diffuse, traite des informations. Le journaliste doit être formé, le journaliste doit disposer des éléments, des outils nécessaires au traitement et à la diffusion de l'information. Toute chose qui n'est pas donnée à tout le monde parce que quelqu'un ne peut pas s'improviser journaliste. C'est un métier, c'est une formation, ça nécessite des codes qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître et respecter, comme on le sait tous, les règles d'éthique et de déontologie, notamment le respect de la personne et des libertés. Je vois M. Ferdinand Demba qui veut réagir. Non, vous avez la parole. Je pense que les choses sont claires. Elles devraient l'être pour tout le monde. Lorsque je dis que la question ne devrait pas se poser, c'est parce que nous avons un code de la communication. Nous avons, j'ai envie de dire, la constitution du secteur, communication et information, qui voudrait que ne peut être journaliste, justement, que quelqu'un qui a fait des études de journalisme ou dont le fruit du travail est justement la rédaction d'articles ou l'animation d'émissions au sein d'une rédaction, oui, mais donc dans un média. Ferdinand, ensuite, vous êtes non, bien... Permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. C'est important de le dire parce qu'on a tendance souvent à faire un amalgame entre les acteurs de l'information et le journaliste, justement. Parce que, je vais prendre le cas de la communication. Un médecin est un bon communicateur au sein de son métier parce qu'il doit pouvoir transmettre des informations avec tact pour ne pas justement... expliquer aux patients ce qu'il en retourne. Mais ce n'est pas un professionnel de la communication. Pourtant, il communique. Donc, toutes les personnes qui, justement, dans le cadre du journalisme, sont des acteurs de l'information, comme les blogueurs, les influenceurs que vous citez, sont des acteurs qui appartiennent, on va dire, au secteur plus large de la communication, mais pas du journalisme. Parce que l'information devrait et doit, selon justement les codes déontologiques du métier de journaliste, de pouvoir être contrôlée, suivie, notamment à travers le recoupement, en allant voir les différentes sources avant publication. Ce que l'on constate, par exemple, pour les influenceurs que vous citez, la plupart du temps, même si dans certains cas, on est effectivement en face de personnes qui sont tombées sur la bonne information au bon moment et qui l'ont diffusée, qui l'ont partagée. Très souvent, d'ailleurs, une information dans le cadre du social. Ce sont souvent des cas, par exemple, de malversation ou de faits divers et autres. Ou alors des personnes dans le besoin qui demandent justement de l'aide, etc. Mais est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un influenceur qui a, par exemple, permis de comprendre le fonctionnement du ministère de l'économie, qui a permis de comprendre comment ça marche justement la loi de finances, comment on fait. Il y a des pages, il y a des pages sur plusieurs réseaux où des influenceurs interviennent là-dessus. Il y a des journalistes qui, aujourd'hui, n'étant pas dans des rédactions, ont créé des pages Facebook pour pouvoir rédiger des articles et les publier. Le problème, c'est qu'on fait rapidement, moi je pense qu'on fait très rapidement un amalgame entre le journaliste et des personnes qui ne font que partager des informations. Ils ne font que partager de l'information. Même s'ils la commentent, ils ne sont pas journalistes. La preuve, c'est qu'on se retrouvait avec énormément de soucis à ce niveau parce qu'il y a eu beaucoup de diffamation. Je crois que le réflexe aujourd'hui, pour la plupart des gens qui sont indexés par soit des influenceurs ou même des journalistes, c'est souvent de porter plainte. Pourquoi ils portent plainte? Ils portent plainte pour diffamation parce que l'information n'est presque jamais recoupée. Parce que ce ne sont pas justement des journalistes qui n'ont pas appris à recouper l'information. Oui, permettez également à votre co-orateur d'intervenir. Alors, comment défendre l'indépendance des médias aujourd'hui face à l'intelligence artificielle? Il est difficile. Déjà, il faut dire que dans le contexte actuel, les technologies de l'information
ont donné la possibilité à tout un chacun de s'exprimer. Que l'on connaisse le code de la communication, que l'on connaisse les règles d'éthique et de déontologie, du fait qu'on ait là des tribunes qui permettent aux uns aux autres de s'exprimer, il est difficile aujourd'hui d'empêcher ceux qui veulent s'exprimer sur les réseaux sociaux et autres de le faire. Comment maintenant il faut le protéger? Déjà, la première chose, c'est de tenir compte de la réalité qui est là, c'est qu'au niveau du Gabon, par exemple, nous ne produisons pas suffisamment de contenu. La production de contenu peut permettre justement de protéger des données ou du moins de filtrer ce qu'on peut diffuser sur les technologies, au niveau des technologies de l'information et de la communication. Cela permettra déjà en amont de protéger la liberté d'expression et de protéger le travail des journalistes. Parce que si l'on donne la possibilité à tout un chacun de s'exprimer ou de créer des contenus au niveau des réseaux, des blogs, etc., eh bien, il est difficile, là, de contrôler les informations. À vous entendre, il faut restreindre la liberté de plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes d'avis? En fait, peut-être pas toutes les personnes. Je vais quand même le répéter. Il y a une confusion. Même dans notre loi fondamentale, on parle de liberté d'expression, de liberté de la presse. Enfin, on parle de liberté d'expression. Ne confondons pas la liberté d'expression des gens et la liberté de la presse. La liberté de la presse concerne les journalistes et les médias. Elle ne concerne pas tout le monde. La liberté de la presse ne concerne pas le blogueur parce qu'il n'est pas journaliste. Le blogueur est concerné par la liberté d'expression. Il a le droit de s'informer, il a le droit de s'exprimer justement sur toutes les questions, qu'elles soient sociales, politiques, économiques ou autres. Il a ce droit-là. Mais pourquoi est-ce que l'on devrait, avec autant de facilité, justement, confondre le journaliste au blogueur ou à l'autre? Nous ne sommes pas en train de parler de la qualité du contenu, nous ne sommes pas en train de parler, justement, j'ai envie de dire, de la création de contenu ou pas, puisque que vous soyez journaliste ou que vous ayez votre blog, vous créez du contenu. La question ici, sur la liberté de la presse et surtout d'aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est de savoir comment est-ce que l'on utilise cette intelligence artificielle, quels sont effectivement les dangers que l'on peut observer autour de cette intelligence artificielle. Et là, je pourrais revenir justement sur, par exemple, la question du biais algorithmique, parce que vous savez que lorsque vous créez du contenu avec l'IA, il y a un risque qu'à travers, par exemple, on va dire, lorsque vous vous connectez sur Facebook, vous allez constater, et d'ailleurs c'est le cas pour la plupart des réseaux sociaux. On a vu la manipulation des photos, par exemple, du défunt pape qui était habillé dans une grande marque occidentale. Oui, on a vu tellement de déformations et de manipulations. Alors, la question justement, est-ce que c'est l'IA qui a fait ce montage? Non. C'est un être humain, justement. Et toute la question est là. La vraie question devrait être qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les règles, quelles sont les lois que le Gabon peut mettre en place pour contrôler l'usage, comment contrôler ou encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans la presse et pas que, parce que les communications que les gens font au quotidien ne relèvent pas de la presse, puisque ce ne sont pas des journalistes. Donc il faut qu'on fasse déjà le distinguo entre les communications et l'information que l'on fait dans notre pays. À partir de là, le régulateur, qui est justement la haute autorité de la communication, et le ministère de la communication et des médias, ont justement la matière à réfléchir sur le cadre juridique adéquat. Vous soutenez que nos lois ne sont pas aujourd'hui adaptées à cette réalité de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune loi sur l'intelligence artificielle au Gabon, sauf si je me trompe. Je crois que la loi qu'on a aujourd'hui qui touche l'informatique, c'est sur la protection des données. Est-ce qu'on a une loi au Gabon qui dit comment doit être utilisée l'intelligence artificielle? Je ne pense pas, parce que je crois que la ministre justement de la Communication et de l'Information, Mme Laurence Ndong, avait abordé la question lors d'une sortie qu'elle avait faite dans la sous-région, justement l'intégration de l'IA dans le quotidien, en tout cas des Gabonais. Et je pense que derrière, il y a certainement une réflexion qui a déjà été entamée, mais pour l'instant, si on parle de loi existante, il n'y en a pas. Alors, et le Code de la communication ne parle pas de l'intelligence artificielle. M. Ferdinand relève qu'il y a vide juridique. Il y a un gros vide juridique, parfaitement. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il est important qu'il faut réguler. Il faut réguler le domaine de la communication. Il faut réguler la liberté d'expression. Ce n'est pas parce qu'on a la liberté d'expression qu'on a le droit de tout dire et de tout montrer. Il est clair que
la liberté d'information, comme la liberté d'expression, nécessite une certaine régulation. Et je suis d'accord avec Ferdinand pour dire que la protection des données personnelles, s'il y a un cadre aujourd'hui qui existe, il est important que dans le domaine de la liberté d'expression et de la liberté de la communication, il est important qu'on prenne des mesures drastiques pour éviter justement ces dérives. Parce qu'il est tout à fait possible, avec l'intelligence artificielle, de faire parler quelqu'un et faire dire à un individu des choses que la personne n'a pas eu à dire. Alors, justement, aujourd'hui, il y a cette difficulté-là, l'absence, le vide juridique au niveau du Code de la communication et au niveau de nos lois. Alors, faut-il limiter le développement de l'intelligence artificielle ici au Gabon ou plutôt s'adapter par le biais des formations des journalistes, formation des juristes, formation également des députés censés voter ces lois-là? Alors, je ne sais pas si la formation permettra de comprendre, mais l'encadrement juridique est déjà très, très important parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un encadrement juridique dans le contexte gabonais. Je pense que c'est le cas dans tous les autres pays du monde. Ensuite, effectivement, intégrer des formations pour comprendre en fait l'usage que l'on devrait, enfin l'usage utile que l'on devrait faire justement de l'intelligence artificielle. Et derrière, la loi permettra justement de limiter les usages qui pourraient être néfastes justement au vivre ensemble, comme on a tendance à le répéter très souvent, mais surtout qui nous éviterait de nous retrouver avec de la désinformation qui parfois finit par être à l'origine de nombreux conflits, et ça on le voit un peu à travers le monde aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il y ait un encadrement, il faudrait qu'il y ait de la formation, mais formation effectivement de tout le monde, pour que cette formation puisse justement être, j'ai envie de dire, bénéfique. Il faut d'abord que la loi intervienne. Il faut que la loi encadre justement l'usage de l'intelligence artificielle. Et ça m'amène à poser cette question. Comment aujourd'hui réconcilier l'intelligence artificielle et la liberté d'expression? Moi, je pense que pour répondre à la précédente question, on ne peut pas arrêter la technologie. On ne peut pas arrêter la technologie. Nous vivons dans un monde où les technologies de l'information apportent des avancées sur le plan professionnel, dans le domaine du management et autres. Donc, dans le travail des journalistes au quotidien, l'intelligence artificielle a des effets bénéfiques. Il y a des effets ambivalents, c'est clair, mais il est clair qu'il est important de tenir compte de ce que l'intelligence artificielle n'a pas que des effets positifs dans le traitement et dans la vie des citoyens de façon générale. La liberté d'expression, c'est la liberté de faire ce que la loi autorise et ne pas de s'exprimer de façon désordonnée. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que l'intelligence artificielle soit utilisée utilement, non pas dans la diffamation ou dans le travestissement des informations ou de la dignité de l'individu. Et cela nous permet de vous demander de dire votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Le mot de la fin, madame, c'est de dire que les technologies de l'information et de la communication ont ceci de particulier, c'est qu'elles facilitent le travail des individus et que dans le domaine de la communication, les acteurs médiatiques se trouvent aujourd'hui disposer d'outils novateurs qui leur permettent d'accéder facilement aux données, aux informations, de traiter des informations. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de distinguer ce qui est bon dans l'intelligence artificielle et de voir ce qui peut être néfaste dans le travail journalistique concernant l'intelligence artificielle. L'occasion vous est donnée également de dire ce que nous n'avons pas pu dire sur ce plateau. Bien, moi je pense que l'on devrait véritablement se concentrer sur l'éducation. L'éducation d'abord parce que cela permettrait à chacun, notamment nos enfants, nos parents, pères, mères et autres, de comprendre déjà l'utilité de l'intelligence artificielle, mais également de comprendre les dangers qu'elle représente. Dangers notamment à travers un mauvais usage. Je pense que quand on achète un couteau, l'usage principal du couteau, quand c'est par exemple un couteau de cuisine, c'est pour pouvoir découper des aliments et autres. Mais pourtant, on s'est retrouvé avec des meurtres commis avec un couteau. Ce sera toujours le cas et ce sera le cas également pour l'intelligence artificielle. Il faut donc qu'on arrive d'abord à éduquer
tous les acteurs, toutes les parties prenantes en tout cas, et en plus de l'éducation, il faut commencer à former parce que l'éducation, c'est sensibiliser. Après avoir sensibilisé, il faut former. Comment on utilise, comment on peut utiliser à bon escient l'intelligence artificielle, c'est très important. Et ensuite, encadrer juridiquement tout ça, donc son utilisation, afin que ceux-là qui, justement, se sentiraient trop libres ne puissent pas se lâcher et se disent si... par exemple, je me mets à faire un deepfake où je fais parler un président de la République en disant des choses qui pourraient mettre le feu aux poudres, ben je pourrais finir en prison et me retrouver effectivement à passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Et c'est très important parce que ça permettrait justement de comprendre qu'on peut en faire un usage très prolifique, on peut en faire un usage très bénéfique pour tous les secteurs d'activité. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Et il faut l'encourager, mais il faut encourager le bon usage des choses. Merci à vous, Messieurs Moïse Modandi Wakomba, chercheur au Sénarest et communicateur. Monsieur Ferdinand Demba, journaliste et directeur de publication de Inside News 241, porte-parole du réseau national des journalistes indépendants. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. C'est l'occasion pour nous de vous remercier, chers téléspectateurs. Nous abordions la thématique suivante, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. À bientôt sur Gabon 24.